Ouverture ce samedi 24 février de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique centrale. L'objectif fondamental poursuivi par cette grande organisation sous-régionale concerne la promotion et le renforcement d'une coopération harmonieuse et d'un développement dynamique, équilibré et auto-entretenu dans tous les domaines de l'activité économique et sociale en vue de réaliser l'autonomie collective, d'élever les vies de la population. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous d'information sur la télévision nationale congolaise qui débute par l'actualité. Ils se sont retrouvés hier dans la capitale Kinshasa, une rencontre de taille qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique centrale. Au cours de cette 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, les dirigeants des pays condamnent sans réserve le groupe dit M23 pour de nombreuses exactions et violences commises en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du communiqué final de ces travaux annuels. Explications et détails, Guilain Kabangoudi. C'est une image qui vaut 1000 mots. La passation de pouvoir entre le président sortant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, et le président entrant de cette organisation sous-régionale, Ali Bongo Ondimba. Ce moment fort a marqué le travaux à Kinshasa de la 22e session de la conférence de chefs d'État et de gouvernement. Investi, le nouveau président de la communauté a dans sa déclaration d'acceptation rendu un vibrant hommage à son prédécesseur pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat. Il entend par ailleurs apporter quelques innovations au cours de sa mandature. Tout au long de mon mandat de président de la CEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier du financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années, le mécanisme de financement qu'est la contribution communautaire d'intégration, tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace CEAC. J'entends également consacrer mon mandat à la consolidation de notre narratif communautaire sur la question de la préservation de la forêt. Du côté de la République démocratique du Congo, l'heure est au bilan. Un bilan dressé dans un contexte de crise institutionnelle au Tchad et de l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23, a fait observer le président sortant de la CEAC. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire, pour ne citer que ces sanctions. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, fort de mon ferme engagement à doter notre communauté d'une politique maritime et d'outils juridiques y relatifs, la République démocratique du Congo, conformément à la feuille de route de la CEAC, a abrité les travaux des ateliers régionaux préparatoires à la première session ordinaire du Conseil des ministres de la CEAC en dépit de ses nombreux écueils. C'est la raison pour laquelle la première conférence maritime de la CEAC a été couplée avec les présents travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La question de l'agression de la RDC a été également évoquée dans le communiqué final de ces assises lu par le ministre congolais de l'intégration régionale. Le chef d'État déplore la dégradation continue de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et condamne sans réserve le groupe dit M23 pour ses nombreuses exactions et violences dont il se rend chaque jour
coupable. De nombreuses autres allocutions ont été prononcées lors de cette conférence, parmi lesquelles celle du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et celle du président de la commission de la CEAC. Dans une motion de remerciement, de fleurs ont été jetées au président de la RDC pour l'organisation réussie du sommet de Kinshasa. Le regard est présentement fixé sur Libreville au Gabon en juin de cette année pour le prochain rendez-vous de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Peu avant de participer à cette conférence, Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, a eu des entretiens avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi sur la situation sécuritaire en RDC et dans la sous-région des Grands Lacs. Audience suivie pour nous par Elvira Pandufis Matondo. Il est parmi le premier président à fouler les sols congolais pour prendre part à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Lui, c'est le président Évariste Ndayishimiye du Burundi. Ce dernier a été reçu ce samedi 25 février au palais présidentiel des Mongaliema par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En présence de leurs chefs d'état-major généraux, Christian Chiwewe, côté congolais, et Primé Niyongabo du Burundi, les deux chefs d'État ont pendant près d'une heure tenu des discussions approfondies sur les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que la coopération en matière de paix et de sécurité, enjeu crucial pour le développement social et économique de la sous-région. Les deux hôtes se sont ensuite entretenus en tête-à-tête pendant quelques minutes. Le président burundais a remercié son homologue de la RDC pour son hospitalité légendaire. Il se tient toujours avec cette particularité qu'il a de réunir les membres du gouvernement et le président de la République. Autre particularité, le Conseil des ministres reste le cadre important pour Félix-Antoine Tshisekedi quant à la prise des décisions et autres mesures nécessaires à la vie et à la marche de la nation. Avec cette 88e réunion à la Cité de l'Union africaine, le Conseil des ministres a mis l'accent sur plusieurs points d'actualité du moment. Suivez un extrait du compte rendu de ces travaux avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Meya Katembouy, porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 88e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 24 février 2023 la 88e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, portait sur 4 points principaux, à savoir 1. Des retombées du 36e sommet de l'Union africaine. Le président de la République a informé le membre du Conseil qu'il a pris part à la 36e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue il y a quelques jours à Addis Abeba. Il a rappelé qu'il était de son devoir de soutenir l'action héroïque de nos forces de défense et de sécurité en faisant entendre la voix de la République démocratique du Congo et de faire valoir avec clarté la supercherie dont fait l'objet notre pays de la part du Rwanda, alors qu'il a choisi la voie de la normalisation dans ses relations avec tous les voisins. De cette messe diplomatique en marge de laquelle se sont ajoutés un mini-sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi qu'une session extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays, des résultats positifs ont été obtenus. En effet, le mini-sommet a conclu à la nécessité de la mise en œuvre effective du déploiement de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que du retrait sans condition du M23 des territoires occupés. Aussi, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a enjoint les États de la région au strict respect de la feuille de route de Luanda et a reconnu, tout en appelant à sa revitalisation,
la viabilité de l'accord cadre d'Addis Abeba parrainé par les Nations Unies, l'Union africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe et la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Une formation des OPJ de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé de mise à niveau. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, vient de donner son approbation et l'annonce a été faite à la presse par le directeur général de l'ARSP, Miguel Katemba. Évaluer la nécessité d'une formation de renforcement de capacité des OPJ en perspective d'une grande mission de contrôle qui sera diligentée par le directeur général de l'ARSP dans les sociétés principales. Tel est l'objet de cette visite de l'honorable Miguel Katem-Kachal auprès de la ministre nationale de la Justice et garde de Sceaux, Madame Rose Mutombo. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC est venue obtenir l'approbation de la patronne de la justice en RDC pour une mission qui repose sur le décret 20/024 du 12 octobre 2020 dans son 14e article signé par le Premier ministre et chef du gouvernement donnant mandat aux OPJ de la RSP d'effectuer les contrôles sur terrain afin de faire respecter la loi sur la sous-traitance à travers le pays. Comme d'ici là, nous allons mettre à niveau les OPJ qui ont déjà reçu la formation depuis 2021 et d'autres que nous allons ajouter d'ici là afin de pouvoir renforcer notre contrôle. Nous demandons à tous les sous-traitants de faire confiance au président de la République qui aujourd'hui a manifesté toute sa volonté politique afin de élever la classe moyenne. Nous demandons aux sociétés principales de tenir en compte que l'État congolais veut en sorte que les Congolais participent à la chaîne des valeurs de leur matière première. C'est de cette façon que les sociétés principales pourront contribuer directement au social de notre population. Pour un pays qui se réclame un état de droit, toutes les opérations qui impliquent le secteur privé-public doivent se conformer aux prescrits de la loi afin d'aboutir aux résultats escomptés dans un climat apaisé. Un contrat de construction signé entre le PNUD et deux entreprises de construction des infrastructures. 6 provinces seront concernées dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. C'est en présence du ministre d'État en charge du plan Mamita Bangoudou. À l'intervalle de quelques semaines, le PNUD, l'une des 3 agences d'exécution du PDL 145 territoires, a procédé une fois de plus vendredi 24 février 2023 à la signature des contrats avec les entreprises sélectionnées pour la construction des ouvrages. Le ministre d'État, ministre des Plans d'intérim, Crispin Mbadou Panjo, qui a personnellement présidé la cérémonie en présence du conseiller principal du Premier ministre, s'est réjoui du bon déroulement du processus de passation des marchés au PNUD. Disons merci au PNUD. Vous savez, beaucoup de ces entreprises congolaises n'ont pas nécessairement la capacité financière. Et c'est des entreprises, malheureusement, ne fournissent pas des documents en ordre ou des documents vrais. Donc, c'est ce travail-là qui a pris un peu de temps. Mais là, le programme a pris sa vitesse de croisière et nous osons croire que d'ici 3 mois, vous allez voir les ouvrages pousser un peu partout. Il a aussi invité les entreprises sélectionnées à utiliser la main-d'œuvre locale et au respect des contrats pour la livraison des ouvrages du premier volet du PDL 145 territoires qui sont les écoles, hôpitaux et les bâtiments administratifs. Nous pensons que de la manière dont la sélection se fait actuellement, il n'y a aucun doute que les entreprises vont faire du bon travail sur le terrain. Les décaissements est ventilé dans le contrat. À chaque étape, chaque agence aussi est présente sur le terrain. Donc nous osons croire qu'une entreprise qui ne réalisera pas chacune de ces étapes ne sera pas payée. Le PNUD, par les billets de son représentant résident, a invité les sociétés SEMK et SAFECAS à produire des ouvrages de qualité pour ainsi répondre à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de développer les pays à partir de la base. Ces 2 entreprises vont exécuter les PDL 145 territoires dans les provinces de la Chopo, Maniema, Tanganyika et Sankuru pour un total de 241 infrastructures. Vous venez là de suivre la première réunion ordinaire du comité exécutif de l'UTRDC pour l'année 2023. Un contrat de construction signé entre le PNUD et 2 entreprises de construction des infrastructures. 6 provinces seront donc concernées dans le cadre du programme de développement des 145 territoires.
La première réunion ordinaire du comité exécutif de l'ITIE RDC pour l'année 2023 s'est tenue jeudi 23 février 2023 à l'hôtel Béatrice de Kinshasa sous la direction du ministre d'État, ministre du Plan à l'intérim, Crispin Mbadou Panjou. Les membres du comité exécutif ont été informés par Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'ITIE, de l'avancement de la mise en œuvre du processus ITIE à travers l'élaboration des rapports sur la transparence dans les industries extractives. Devant le ministre d'État, ministre du Plan d'intérim et président du comité exécutif de l'ITIE RDC, Crispin Mbadou Panjou, quelques rapports ont été présentés et adoptés. C'est par exemple les rapports sur la transparence des divulgations des entreprises publiques et celui sur les activités de l'ITIE RDC pour l'exercice 2020-2021. L'adoption de ces rapports par le comité exécutif tombe à point nommé. C'est le rapport standard pour lequel nous avons l'épée de Damoclès sur la tête. Il fallait le publier au 31 décembre. Mais on avait demandé une prorogation, mais on l'a publié quand même, on l'a adopté aujourd'hui. Nous le publierons ce soir ou demain. C'est très important parce que nous risquions une suspension. Maintenant qu'on a publié, je pense qu'il n'y a plus de peur. 95% des données étaient collectées pour 2021. Les efforts de la RDC dans les processus de normes de l'ITIE sont très remarquables. Pour couronner ces efforts, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'invité d'honneur de la conférence internationale de l'ITIE qui se tiendra à Dakar au Sénégal du 13 au 14 mars 2023. Ça y est, le projet Trans Academia a été officiellement lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agit des bus destinés exclusivement au transport des étudiants congolais. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut supérieur de commerce. Le chef de l'État a aussi inauguré au cours de la semaine qui s'achève le complexe industriel de traitement d'eau de la Régie des eaux à Binzaozone. Rappel des faits dans la semaine du président avec Pierre Kibamweso Mouissa. De l'eau potable pour tous dans la ville de Kinshasa. Des efforts sensibles sont menés. La capitale dispose désormais d'un nouveau complexe industriel supplémentaire des traitements d'eau potable de la Régie des eaux dans le quartier Binzaozone, dans la commune de Ngaliema, d'une capacité de 110 000 m3 d'eau potable. Le premier module de cette usine a été inauguré le jeudi 23 février par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le complexe industriel de Binzaozone va à coup sûr améliorer la desserte en eau potable de la Régie des eaux dans les municipalités de l'ouest de la ville de Kinshasa. Il atteindra à l'issue de l'aménagement de ces 3 modules une capacité totale de 330 000 m3. Sous l'impulsion du chef de l'État, cet investissement est le fruit du partenariat stratégique entre la RDC et la Banque mondiale, partenariat relancé en 2019 à Washington à la faveur de la première mission de travail du président de la République aux États-Unis d'Amérique. Avec la production de l'usine d'Elemba Imbu, inaugurée par le chef de l'État en août 2022, et celle du premier module de Binzaozone, le déficit en eau potable à Kinshasa est réduit à 300 000 m3 par jour contre 450 000 m3 il y a peu. L'Institut supérieur de commerce était à l'honneur le vendredi 24 février. C'est dans les installations de cet établissement académique que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu procéder au lancement officiel des premières lignes de transport des Trans Academia. Soucieux d'améliorer les conditions des étudiants, le chef de l'État a créé une nouvelle société de transport en commun, Trans Academia Transport Académique, chargée de garantir la mobilité des étudiants des instituts universitaires publics et privés de la ville de Kinshasa. Doté d'un premier lot de 220 bus de grande capacité, Trans Academia va desservir 20 lignes à travers la capitale, ont confirmé les responsables de cette entreprise. Les circuits est de 420 arrêts d'embarquement et de débarquement des étudiants abonnés selon un tarif préférentiel. La mise en service des bus Trans Academia est la matérialisation d'une promesse du chef de l'État faite aux étudiants. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a pris place à bord d'un bus Trans Academia aux côtés de quelques officiels pour un tour d'honneur de l'IEC vers la place des évolués dans la commune de la Gombe.
Le rendez-vous annuel du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États d'Afrique centrale a vécu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Axé sur des questions environnementales, le 22e sommet de la CEAC aura été marqué par la passation de commandement entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de terminer son mandat en exercice à la tête de la communauté sous-régionale, et son homologue de la République de Gabon, Ali Bongo, qui accède à la présidence tournante de la CEAC. La semaine qui s'achève a été marquée par plusieurs points d'actualité. La rédaction de la télévision nationale congolaise en énumère quelques-unes dans cette sélection. Plusieurs sujets d'actualité ont marqué cette semaine. Dans la province du Kasaï, une mineure âgée de 16 ans s'est suicidée à cause d'un mariage forcé. À la CENI, l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs se poursuit normalement à travers les provinces pour la 3e ère opérationnelle. Le président de la CENI était à Kindu au Maniema pour se rendre compte du déroulement effectif de cette opération. À Kinshasa, l'opération Coup de poing, plusieurs habitations construites sur les emprises publiques de l'État ont été démolies. Les bulldozers de l'hôtel des villes sont passés à Barumbu et dans quelques communes de la Tchangou cette semaine. Lancement des travaux de construction de la route nationale numéro 1 tronçon Mbujima et Kananga, une action du chef de l'État, saluée par la population de ce coin du pays. Toujours à Mbujimai, près de 3 millions de ménages ont bénéficié gratuitement de moustiquaires imprégnés d'insecticides d'action à longue durée pour lutter contre le paludisme. Agriculture, lancement de l'opération des récoltes de maïs, saison A 2022 a été une réussite totale pour la population des Lubondaï dans la province du Kasaï central. Retour à Kinshasa, où un incendie d'origine inconnue a touché un immeuble dans la commune de Limete, bilan 2 morts et importants dégâts matériels. Un sénateur de la République parmi les 2 victimes. Un autre incendie dans le quartier Nyalukemba, dans la ville de Bukavu. Nous sommes là au sud Kivu. Et pour cause, un court-circuit électrique. Près de 90 ménages ont été touchés et sont sans abri. Kinshasa était sous les eaux de la pluie diluviante qui s'était abattue la journée du mercredi. D'énormes dégâts à travers la ville de Kinshasa ont été enregistrés. La route terre jaune asphaltée dernièrement en Passa dans la commune de Lancelé est menacée par une tête d'érosion. Les notables de ces coins de la capitale lancent un cri d'alarme au gouvernement de la République pour une solution urgente. La condition des Congolais vivant en Tunisie est précaire. Ils sont victimes des racismes et des xénophobies. Ils sont traqués et subissent des sévices corporels de la part de Tunisiens. La question a fait l'objet de la rencontre du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la Tunisie en poste à Kinshasa. Un dossier dans ce journal du matin, il nous parle de l'économie et de la monnaie ougandaise. Territoire d'Aru et de Mahagi, le shilling ougandais a une influence sur le franc congolais depuis plusieurs décennies. Toute l'économie de la région est tournée vers l'Ouganda voisin et c'est malgré la présence de certaines banques commerciales sur place, explique cette vendeuse. Il y a encore de nos enfants qui sont nés dans les chalets, ils grandissent dans les chalets. Donc pour eux, ils croient que c'est le chalet qui est notre monnaie et c'est le franc congolais qui est la monnaie étrangère. Alors ce n'est pas bien vraiment pour nous les Congolais. Le mieux serait de restaurer notre droit, de remettre les chalets en Ouganda, que nous puissions utiliser notre monnaie qui est le franc congolais. Même inquiétude exprimée par ce fonctionnaire de l'État qui est obligé chaque fois de transformer son salaire payé en franc congolais en shilling ougandais pour ces transactions. La première difficulté c'est par rapport à la monnaie étrangère que nous utilisons ici dans la commune de Mahagi. Nous avons des shillings ougandais que nous utilisons pour acheter des biens ici. Eh bien, nous allions utiliser notre franc congolais et malheureusement, l'aide de ces commerçants qui n'acceptent pas le franc congolais que nous avons, c'est comme cela que vraiment ça pose énormément de difficultés, surtout chez nous, les acheteurs. Tel que moi, par exemple, je suis un agent de l'État, on me paye en franc congolais et il me faut aller
sur les cambistes et convertir cela en shillings ougandais. Il y a même la difficulté par rapport au taux et consorts. Voilà, c'est ça la difficulté majeure que nous éprouvons ici dans la commune de Mahang. Que faire pour redorer l'image de la monnaie nationale dans cette partie de l'Ituri? Le professeur Pascal Doudanga Cavarios, spécialiste en économie monétaire, propose certaines pistes de solutions. La République démocratique du Congo, dans son entièreté, souffre de ce que nous appelons l'exterritorialité politique négative. Sur le plan monétaire, ça fait en sorte que nous avons une zone monétaire qui est la zone franc-congolais, mais cette zone est appiétée par les autres monnaies des pays qui nous entourent. Il serait mieux que nous puissions demander à notre pays d'utiliser d'abord sur le plan politique la bancarisation de l'espace national et sur le plan économique la pratique de la politique d'effet induit. Ça veut dire tout ce que nous avons comme matière première qui alimente les industries ougandaises. Vous pouvez appeler les industries à Aru et à Mahagi pour que se coupe cette dépendance de Aru et Mahagi par rapport à l'Ouganda. Dans le cas contraire, ça me sera difficile de nous rattraper. Mais au-delà de tout ça, il faut aussi légiférer. On n'a pas une loi en République démocratique du Congo qui prône la territorialité de sa monnaie. Le jour où il y aura démonétisation dans les pays de ces monnaies, c'est la République démocratique du Congo ainsi que ses commerçants qui seront les grands perdants. Comme vous le constatez, le gouvernement de la République a dit pain sur la planche pour lutter contre la prédominance de cette monnaie étrangère sur le franc congolais qui est un symbole de souveraineté et de l'unité du pays. Les cadres de l'agence congolaise de presse sur le banc de l'école pour une mise à niveau sur l'écriture d'agence, formation organisée avec la participation des journalistes internationaux dans l'optique d'introduire quelques réformes. Cette session de remise à niveau sur l'écriture d'agence permettra aux journalistes de l'agence congolaise de presse d'améliorer davantage leur rendement. Elle sera aussi l'occasion pour l'ACP de se rendre compétitive sur le marché de l'information dans un environnement où la concurrence est imposée aux médias et où le monopole est banni. L'agence congolaise de presse doit se forger un nouveau chemin, souhaite son directeur général. Quand nous aurons connu par cœur toutes les techniques de l'écriture d'agence, si nous n'agissons pas, cela n'aura servi à rien du tout. Tous ces efforts auraient été vains. Par contre, nous aurons manqué gravement à notre devoir. Cette formation sera dispensée par le Français Jean-Pierre Campagne, journaliste retraité de l'agence France Presse. Elle sera appuyée du côté congolais par un professeur et 2 journalistes des médias en ligne. Les directeurs de l'ACP espèrent que les notions dispensées lors de cette formation seront réellement mises en application par les apprenants. Cette formation de 10 jours s'inscrit dans le cadre des réformes entreprises au sein de l'ACP par la nouvelle équipe dirigeante. Elle concerne les rédacteurs en chef, les secrétaires de rédaction ainsi que les permanents des desks. Modeste Bawati Lukwebo accomplit son devoir civique qui fait de lui électeur éligible. Le président de la Chambre haute du Parlement s'est fait enrôler le vendredi à Bukavu. Leader incontesté du Grand Kivu, Modeste Bawati s'est adressé à la population au cours d'un meeting à la place du 24 novembre. C'est à 15h30. Heure locale que le président de la Chambre haute du Parlement est arrivé à Bukavu par le bateau Riviera au port Iousi en provenance de la ville d'Ogoma où il avait fait une escale de 24 heures. À son arrivée, le maire adjoint de la ville, Rousseau Keza, le vice-président national de la FDC, Placide Mutabunga, le président fédéral de la FDC Sud Kivu, Landry Chizungu, accompagné de tout son comité ainsi que plusieurs cadres de la FDC et ceux de l'Union sacrée étaient venus par plusieurs milliers pour l'accueillir. La foule a accompagné le long cortège motorisé jusqu'à la mythique place du 24 novembre. C'est là que le professeur Modeste Bawati s'est adressé à la foule de cadres et militants de la FDCA venus l'écouter. L'autorité morale de la FDCA a à cette occasion offert 2 camions anti-incendie à la population de Bukavu et a annoncé l'arrivée imminente de 3 autres véhicules du genre.
Aussi a-t-il évoqué plusieurs œuvres caritatives de sa fondation dans le stade Founou, dans la commune de Kadoutou. L'actualité s'était aussi invitée dans son message à la population. Nous devons encourager le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa démarche infinie, sa démarche diplomatique, afin de mettre fin à la guerre. Tous arrangés derrière toutes les forces de sécurité, tous comme un seul homme, nous devons taire nos querelles et bouter d'abord l'ennemi dehors. Par la suite, le professeur Modeste Bahati Lukwebo s'est rendu accompagné d'une foule compacte à l'Institut Kassali, dans la commune de Kadoutou, pour s'enrôler. Après avoir rempli toutes les formalités, Modeste Bahati a obtenu sa carte d'électeur, qui fait de lui éligible et électeur. Devoir civique rempli, a-t-il dit à la presse. L'opération s'est bien déroulée et donc il n'y a rien à signaler. Félicitations à la CENI. Il sied de noter que son séjour à Bukavu s'inscrit également dans le cadre de ses vacances parlementaires. N'est-ce pas que nous allons vaincre cette guerre? Nous allons vaincre cette guerre. C'en est fini pour ce journal du matin. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Jonathan Moueli d'avoir concouru à sa rédaction au nom de toute l'équipe. Nous vous remercions de votre sympathique attention. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h avec Bobé Teyinga. Au revoir.